Patrick, selon vous, comment les médias ont-ils traité les événements et les suites liées aux attentats du 13 novembre? Je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que ça dépend de ce qu'on appelle médias. Est-ce que c'est, on parle des médias de la presse écrite, de la presse audiovisuelle, ou encore, par exemple, les réseaux sociaux. Du point de vue de la presse écrite, il y a un effort de réflexion sur l'événement, parce qu'il y a un peu plus de recul, parce que finalement c'est traité par des journalistes qui ont déjà une expérience là-dessus. Sur les réseaux sociaux, c'est quand même le règne de la rumeur, avec une nouveauté, parce que j'ai pu le constater moi-même, c'est qu'il y a eu tout de suite la mise en place de systèmes qui demandaient si un tel ou un tel était dans les parages. Comme moi, j'habite le 20e arrondissement, pas très loin finalement de ce qui s'est passé. J'ai reçu cette sorte de site qui était mis en ligne immédiatement, et il y avait des milliers de gens qui pouvaient voir qui était en danger, enfin qui n'était plus, dont on n'avait pas de nouvelles, qui pouvait rassurer les autres, etc. Et puis surtout, ce qu'on appelle aujourd'hui les médias dans la réalité, ce sont les chaînes de télévision et surtout les chaînes d'information. Et là, évidemment, on a eu droit au grand cirque, donc c'est le deuxième aspect dont je voulais parler, qui existe depuis les attentats du 11 septembre 2001. C'est-à-dire qu'on a eu à la fois des plans fixes sur des images qui ne voulaient absolument rien dire, avec des journalistes qui ne savaient pas ce qui se passait et qui parlaient en boucle, des gens qui avaient vu quelqu'un qui leur avait dit que quoi, etc., ou des victimes complètement hébétées qui sortaient de là, et puis les experts, les fameux experts qu'on voit maintenant à chaque fois, et qui n'avaient pas grand-chose de plus à dire. Par exemple, je me rappelle que c'était même pas d'ailleurs le soir des attentats, c'était quelques jours après. Des gens qui avaient rencontré une fois Abu Daoud en Syrie, qui l'avaient photographié, expliquaient doctement que bien de toute façon c'était lui qui avait organisé les attentats de Syrie, et qu'il était là-bas et qu'il est en train de regarder ce spectacle, etc. Alors que bon, il était à Paris, quoi. Et puis avec des considérations qui permettaient de stigmatiser quelque part des fractions entières de la population par petites touches. C'est ce qu'on appelle la BFMisation de l'information, quoi. Et ça, je crois que c'est une constante. Je le dis depuis 15 ans, quoi, depuis le 11 septembre, c'est-à-dire que finalement, le terrorisme alimente les médias qui alimentent le terrorisme, et finalement, il y a une sorte de grand jeu entre les djihadistes, les fascistes religieux, qui savent très bien manier les médias, qui ont une sorte d'armée à leur service qui ne fait que ça, avec des gens qui sont extrêmement compétents, notamment dans le traitement des images, et qui savent exactement jouer de la peur, et les médias qui, en France, comme dans tous les pays qui sont touchés par le phénomène terroriste, jouent en même temps de ça pour s'assurer de l'audience. Finalement, c'est comme n'importe quel autre événement, sauf que ça fait plus d'audience, évidemment, que d'habitude. C'est comme un match de foot, ou je sais pas quoi, c'est la même considération, c'est la dictature de l'audimat. Et les parts de marché sont beaucoup plus difficiles en ce moment, parce que, il y a d'abord beaucoup de chaînes d'infos, il y en a au moins 4, entre ITélé, LCI, BFM, mais aussi France 24, qui est un peu la seule à avoir du recul, parce qu'elle travaille sur
l'international, elle a vraiment beaucoup de correspondants à l'étranger qui font plutôt un travail intéressant. Donc elle a une autre façon de traiter l'information, quoi, hein. Mais les trois premières dont j'ai parlé, et surtout BFM, c'est n'importe quoi, hein. C'est traité comme un peu dans 24 heures chrono, quoi, hein. Il y a un logo, voilà, je ne sais plus ce que c'était attentat du 13 novembre, ou je sais pas, enfin, ça peut être n'importe quoi, et on le fait à l'américaine, quoi, hein. C'est l'américanisation progressive des médias, et qui joue sur, évidemment, le sentiment de sidération des populations face à un tel événement, quoi, hein. Bon, et je dirais que ça a presque plus d'effet à l'extérieur de Paris, et donc là où il y avait les attentats, qu'à l'intérieur. C'est-à-dire que, bon, nous, on pouvait constater que la vie n'avait pas changé. Bon, il y avait beaucoup de gens qui ont été touchés parce qu'ils connaissaient des gens qui étaient au Bataclan ou ailleurs, mais finalement, on pouvait se déplacer dans Paris, dès le soir même, dès le lendemain, on était sur les terrasses, etc., etc. Enfin bon, mais même ça, par exemple, même ce phénomène terrasse est troublant, hein. C'est-à-dire qu'il a été mis en scène à la fois par des gens qui avaient envie de montrer que la vie continuait, tout simplement, mais aussi par les médias qui en faisaient une sorte de mobilisation, parce qu'il n'y avait pas de manifestation du 11 janvier, comme au moment de Charlie et d'Hypercacher. Donc, bon, voilà, on avait remplacé ça par une sorte de mobilisation un peu imaginaire, finalement, hein, où les gens disaient, bah voilà, on lutte en allant sur les terrasses. Bon, ce qui enfin, ce qui peut être, on peut s'interroger sur ça, quoi, hein, sur ce type de, est-ce que c'est une lutte vraiment d'aller en terrasse, par exemple, hein. Enfin bon, là, on s'éloigne de la question de médiatique. Ben justement, par rapport à la grande manifestation de janvier, on en vient à cette seconde question. Est-ce que vous constatez des différences d'approche et de traitement entre justement les événements du 7 janvier, de Charlie, et ceux du 13 novembre dernier? Bon, il y a eu une sorte de modération de la part du principal accusé à ce moment-là, ce qui était BFM TV, hein, puisqu'il faut se rappeler que BFM, à ce moment-là, avait fait strictement n'importe quoi, c'est-à-dire qu'ils avaient notamment, ils avaient été accusés pour cela par des proches de victimes, ou de proches de gens qui étaient dans l'hypercachère, d'avoir dit qu'il y avait des gens encore dans la cave au moment où le Koulibaly était à l'intérieur encore, et pouvait regarder la télé. Donc c'était quelque chose de grave. Donc ils ont essayé un peu de contrôler ce type de phénomène, quoi, hein. Et parce qu'il y a eu aussi quand même des remises en cause par le CSA, par les différents ministères de l'Intérieur et autres concernés, etc. Parce que c'est quand même allé extrêmement loin, quoi, hein, dans une sorte de fuite en avant d'une information qui n'est plus une information, qui est une participation quelque part à l'événement, quoi, hein. Et donc, est-ce que les médias sont encore dans leur rôle d'information? Je ne crois pas. Là, ils produisent eux-mêmes de l'information qui peut être un grave dégât, quoi, et des dégâts humains dans le cas présent. Donc là, il y a eu une différence un peu notable. Mais au-delà de ça, ce qui est un peu aussi différent, c'est que les médias, quelque part, s'attendaient à une possibilité de nouvel attentat. Donc, ils étaient plus préparés, comme d'ailleurs la population. C'est-à-dire que d'une certaine façon, et puis l'événement n'était pas de même nature. Dans un cas, il y a eu un effet Charlie qui a été incroyable pour toute notre génération,
qui avait été biberonné avec Cabu et les autres, quoi, Wolinski, etc., etc. Ça faisait partie de notre paysage, et c'était aussi un média. Donc c'était aussi intéressant, parce que les médias parlaient aussi d'un média. Bon. Et puis il y avait des catégories de population qui avaient été ciblées, des policiers, des juifs avec l'hypercachère, etc. Donc là, au Bataclan, on est dans un effet tout à fait différent de ce point de vue-là, parce qu'il y a un effet de sidération, à mon avis, total, parce que c'est n'importe qui est attaqué. Et donc là, les médias réagissent un peu différemment dans la mesure où même les journalistes qui sont ici se disent, bon, bah, ça aurait pu être moi, hein, parce que moi aussi je vais au concert en tant que journaliste, en tant que personne, quoi, qui a envie d'assister à un concert ou qui a envie de s'attabler à une terrasse de café. Donc tu ne traites pas, même individuellement, la question comme tu peux la traiter sur Charlie ou l'hypercachère. Donc bon, voilà, à part ça, ce que j'ai dit avant sur ce truc qui existe depuis 2001, hein, avec les attentats du 11 septembre, il n'y a pas une très très grande différence au fond, quoi, hein. Je ne crois pas, en tout cas, qu'elle soit si visible, hein. Donc, il y a eu un effet de modération, mais pas plus. Et ce qui est quand même très inquiétant, en réalité, c'est que quand on a un mois de recul, ou 2 mois, comme... bon, ces événements ne changent pas grand-chose au traitement de l'information. C'est-à-dire que quand on voit les... Moi, je regarde beaucoup la télévision, hein, par exemple, je regarde beaucoup les chaînes d'infos. Finalement, il n'y a pas grand-chose qui change. On voit toujours les mêmes experts, toujours les mêmes journalistes qui n'ont rien à dire quand il se passe quelque chose, parce qu'ils n'ont pas d'informations, etc. Bon, ça a frappé peut-être plus les gens la première fois, le traitement des médias, parce que c'était la première fois qu'on était confronté à une attaque de si grande ampleur, quoi, hein. Donc cette fois-ci, bon, il y a eu une sorte de... c'était une répétition générale avant le 13 novembre, quoi, janvier, mais avec des caractéristiques un peu différentes. Voilà. Depuis que vous observez, étudiez les médias, Patrick, qu'est-ce qui caractérise selon vous le plus leur évolution et leur place dans le monde contemporain? C'est, je crois, le changement de... c'est l'accélération. Hein, c'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est pas seulement les médias, c'est que finalement, le temps est en train de s'accélérer dans tous les domaines. Hein. Et je crois que bon, c'est la numérisation de la société, c'est le fait finalement que avant on avait finalement une journée, une semaine, un mois pour réfléchir sur une information. Aujourd'hui, c'est en termes de 5 minutes, 1 heure, 2 heures. Donc ça, la question du temps est véritablement au centre, à mon avis, de l'évolution des médias. La deuxième, c'est évidemment la mondialisation totale de l'information. Hein. C'est-à-dire que moi, par exemple, il se trouve que j'étais en Chine au moment des attentats de janvier, et que je revenais le jour de l'assaut sur l'hypercachère. Hein. Donc il se trouve que eh bien, j'ai manifesté quand même à Hong Kong avec d'autres Français et des Chinois ou des Hongkongais devant le club de la presse, parce que c'était là qu'ils avaient justement essayé de faire une manifestation, le lendemain des attentats de Charlie. Mais on était quand même à plusieurs milliers de kilomètres, c'était quand même assez étrange, avec des panneaux « Je suis Charlie » en chinois.
Bon, c'était bon, étonnant. Et le lendemain, j'arrive avec mon épouse à l'aéroport de Roissy. Je suis pris par un taxi qui écoutait une radio qui disait que, bon, à quelques kilomètres de là, et même d'ailleurs, ils avaient commencé à isoler Roissy parce qu'ils croyaient que les frères Kouachi pouvaient attaquer l'aéroport. Bon, il y avait les gars s'étaient retranchés dans une sorte de grand magasin, voilà, dans une entreprise. Et c'était étonnant parce que d'ailleurs, c'est intéressant à noter par rapport à la question précédente, c'est que là, on écoutait une radio qui fonctionnait un peu comme une chaîne d'infos de télévision. C'est-à-dire que le gars n'avait rien à dire parce qu'il était évidemment hors de la zone de sécurité, donc il n'était pas très loin de nous, quelque part, il était à quelques kilomètres, et donc il avait il avait rien à dire. Et finalement, la radio fonctionnait comme de la télé, sauf qu'il n'y avait même pas l'image en plan fixe. Hein. Donc mais c'était la caractéristique de la mondialisation que je voulais de l'information et du fait qu'on vit les choses de la même façon finalement à New York, à Paris, qu'à Hong Kong, quoi. Hein. C'est ça qui est troublant avec le sentiment d'accélération. Et puis, je crois que le troisième élément, c'est que la télévision elle-même, même si les réseaux sociaux ont amplifié cela, mais la télévision a transformé tout en un vaste flux communicationnel. Hein. C'est-à-dire que il y a la différence essentielle entre la presse écrite et l'ère de l'audiovisuel et des réseaux sociaux, c'est qu'il y a un flux continuel d'informations, de signes, de messages, et le récepteur doit se mettre à l'intérieur de ce flux. Enfin, il est mis à l'intérieur de ce flux, je dirais, à l'insu de son plein gré, quoi. Hein, et donc, quelque part, il est obligé de participer à cette sidération. Hein, il n'a pas de recul parce que ça continue. Enfin, on ne peut pas y échapper. Hein, on rentre dans un taxi, il y a l'information. On rentre dans un café, il y a la télévision en continu. On va chez soi quand il y a un événement de ce type. Hein, et on ne peut pas aujourd'hui, très peu de gens peuvent dire, eh bien, bon, moi, je décide de rompre avec la société médiatique. C'est tout à fait possible. Vous pouvez ne pas avoir de télé, de radio, de portable, de tout, mais en réalité, il y a très très peu de gens. Hein, il y a 90% de gens qui ont la télévision, il y en a peut-être encore plus qui ont un mobile, et donc l'information vient par tous les ports. Et donc vous êtes pris dans ce flux. Et ça, je pense que c'est effectivement un élément essentiel de rupture presque anthropologique avec la situation qui était celle des premières gazettes pendant la Révolution, qui avait un rôle dans l'espace public. Aujourd'hui, l'espace public est totalement vampirisé quelque part par la médiatisation. Hein, c'est plus le quatrième pouvoir, ou même le cinquième, puisqu'on parle des réseaux sociaux comme une sorte de cinquième pouvoir, mais c'est le pouvoir, quoi, hein. Et donc, quelque part, les médias produisent l'événement parce qu'ils organisent l'agenda de l'événement. Hein, finalement, c'est pas Hollande qui décide de l'avenir de la loi sur la déchéance de la nationalité. Non, c'est quelque part BFM ou ITV ou même Mediapart ou n'importe où vous sur votre réseau, quoi. Hein. Et c'est ça qui a complètement changé. C'est-à-dire que les politiques sont, enfin, pas seulement les politiques d'ailleurs, les trois pouvoirs
le législatif, bon, qui a déjà plus beaucoup de pouvoir, en France en tout cas, ce qui est plus une république parlementaire, le judiciaire, qui est un pouvoir justement qui devait échapper au temps médiatique, et qui est de plus en plus dans le temps médiatique, et puis l'exécutif, qui de plus en plus se soumet à ça. Il faut voir que c'est très intéressant l'histoire de la déchéance de la nationalité de ce point de vue-là. Pourquoi? Parce que c'est Hollande qui, le lundi, décide, pour des raisons finalement essentiellement d'affichage et d'affichage médiatique, au Congrès d'annoncer qu'il est pour la déchéance de nationalité, et donc il s'enferre dans une histoire qu'il ne peut plus, où il ne peut plus revenir en arrière lui-même. Et ça, pourquoi il ne peut pas revenir en arrière? Il y a 150 ans, il serait revenu, ou il y a 30 ans, il serait revenu en arrière très facilement. Mais là, ça a été filmé par toutes les télés du monde, il s'est engagé devant tout le monde, et il croit qu'il ne peut pas revenir en arrière parce que c'est son caractère présidentiel qui va être démonétisé. Mais démonétisé par quoi? Par le fait qu'il s'est engagé à l'intérieur du système médiatique par une décision qu'il a prise extrêmement rapidement, sans avoir un minimum de recul. Hein, et donc il s'est mis dans une sorte d'engrenage fou, quoi. Hein, et pourquoi il fait ça? Parce que 2 jours avant, ou 3 jours avant, il était non seulement au Stade de France, mais ensuite allant tout de suite devant le Bataclan pour être un peu dans le flux, pour dire, moi, président, je suis là, je vous protège, et regardez, d'ailleurs, les médias sont en train de me filmer en situation. Et ce qui est très intéressant, d'ailleurs, c'est qu'à ce moment-là, Abou Daoud est revenu de Montreuil, et pourrait très bien le faire sauter. Mais il est là, et c'est pas un problème d'acte de courage, etc. Il est là parce qu'il faut qu'en tant que président, il participe au jeu médiatique, hein, qui lui est quelque part imposé. Parce que s'il n'était pas là, tout de suite, tout le monde s'interrogeait, mais pourquoi le président n'est pas là? Alors que bon, ça n'apporte rien de plus. Simplement, ça apporte quoi? Ça apporte des images. Ça apporte des images avec un homme en situation qui joue au père de la nation, voilà, c'est censé rassurer le chaland. Mais est-ce que le citoyen est vraiment rassuré? Ça, c'est un autre truc. Simplement, il y a une mise en scène médiatique pour rassurer la population et pour rassurer quelque part le pouvoir lui-même. Merci Patrick pour ces éclairages. Je sais pas. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que là-dessus, c'est que l'université populaire, ça, c'est un vrai média de citoyens. Et ça, c'est extrêmement important qu'il y ait une multiplication de ça, parce que c'est quelque part la seule antidote aujourd'hui qu'on a pour s'autodéfendre dans le système médiatique. C'est justement l'éducation populaire, le décryptage des médias, parce qu'il y a une grammaire de l'image et du son qu'il faut décrypter, et finalement c'est simplement dans des appareils comme l'école, l'éducation, ou de plus en plus, à mon avis, des choses comme des cafés philo, des universités populaires, des groupes de gens qui finalement prennent en main eux-mêmes la façon d'analyser le réel, quoi, tel qu'il est aujourd'hui. Parce qu'on a pu... il ne faut plus compter ni sur les grands intellectuels, hein, qui se sont finalement eux-mêmes médiatisés. Hein. Le phénomène des néo-réacs, par exemple, avec Finkielkraut et autres, etc., c'est d'abord un phénomène médiatique qui est né
avec les nouveaux philosophes, qui s'est continué jusqu'à aujourd'hui, où maintenant d'ailleurs il n'y a plus de penseurs. Les vrais penseurs de l'époque, c'est Zemmour ou de Villiers. Hein, et donc, mais pourquoi? Parce que précisément, il faut savoir dire trois conneries sur BFM ou ITV, quoi. Hein, et donc, c'est ça qui intéresse. Et plus la réflexion longue, profonde, et la délibération publique, quoi. Voilà. Donc, bien, bon courage aux camarades de l'Université populaire du Pays Basque.